Hello tout le monde! On se retrouve aujourd'hui avec Astier pour vous faire une petite tier list des leaders du jeu. Déjà, comment vas-tu Astier? Bah super, comme toujours, écoute ma foi, et toi? Moi ça va très très bien, toujours content de parler de ce jeu qui est trop bien qu'est Star Wars Unlimited et surtout un petit format qui change un peu des analyses de deck puisqu'on va vraiment vous parler de tous les leaders qui existent et les trier. Donc Mm. dans des catégories que vous allez voir qui sont en soi assez standards mais on a voulu donner une petite définition. S, King, vraiment le leader indétrônable, le top du top du top de la méta. A, seulement le top de la méta, c'est-à-dire les unités qui sont quand même très très fortes et qui, s'il n'y avait pas le tiers S, seraient les leaders les plus dominants. Bon, ça va être du coup tous les leaders autour desquels on peut construire des decks intéressants qui peuvent se défendre dans certaines situations, mais qui vont donc se faire quand même battre normalement par le Exact. top méta. C'est trop spécifique. On reviendra plus en détail parce que je pense que ce sera très naturel une fois qu'on mettra les leaders dedans, justement, de voir pourquoi on les appelle trop spécifiques. Mhm. Et D, le tiers par lequel on va commencer du coup cette vidéo, le tiers IG88. Je pense sincèrement que c'est une preuve que ce jeu est relativement bien équilibré, qu'on n'ait qu'une seule unité, un seul leader à mettre dedans. Mais oui, on voulait traîner ça. Regardez en plus avec ces belles showcases et tout. On voulait traîner cette catégorie par le DIG88. As-tu deux mots à dire sur pourquoi ce leader est dans cette catégorie à part? Alors, bah, en fait, le problème d'IG, c'est que il est mal aimé. Il est mal aimé parce que il est pas forcément foufou en scellé, il est pas foufou en construit. Parce que je rappelle que son action, c'est d'attaquer avec l'unité. Et si vous contrôlez plus d'unités que le joueur défenseur, l'attaquant gagne +1, +0. Donc déjà, ça nécessite forcément de jouer un deck Zoo où vous allez avoir plus d'unités que votre adversaire. Donc c'est intéressant, mais ça commit de base la stratégie. Votre adversaire sait directement quelle stratégie vous allez adopter. Et c'est surtout que +1, +0 pour avoir plus d'unités, enfin, c'est C'est pas fou pas en fait comme fantastique, hein. ouais, il y a 1000 fois mieux. Et une fois qu'il est déployé, donc je rappelle, il se déploie au tour 5 pour des stats seulement de 5-4, sans aucune protection, sans rien, donc c'est pas dingue. Il se fait trade par beaucoup d'unités et par beaucoup de gestion. Par exemple, un ouvrir le feu à 3 qui met 4 dégâts à unité, c'est fini. Il va seulement donner à vos unités amies le trait Raid 1. Donc en fait, c'est pas beaucoup. Il se déploie Ouais. tard, avec 5 ressources. Il a des stats pas folles 5-4. Son effet est pas si fou que ça. Donc en fait, en tout, il est en dessous de tous les autres leaders. Ouais. Donc voilà pourquoi IG a sa propre tier list. Parce que IG. Le prochain est donc Krennic. Alors, Krennic. Krennic, il est bon. Pourquoi? Krennic, il est bon, à mon sens, parce que c'est un personnage qui a un passif. Il n'a pas une action, donc il n'y a pas nécessité d'actionner votre personnage dans le sens où il n'y a pas à profiter son pouvoir sur une seule unité. C'est toutes les unités amies endommagées vont avoir +1, +0. Mais c'est pas raid, donc que ce soit en attaque ou en défense. Donc ça va nécessiter de la part de votre adversaire de gérer les unités directement. Après, il se déploie au tour 5 et va bénéficier de statistiques de 2-7. Donc en attaque, c'est pas fou, mais il va rester longtemps sur le board. Et c'est ce qu'on veut, puisque à chaque fois qu'il va attaquer, il va avoir récupération 2 et heal votre base de 2 points. Donc c'est très intéressant. Je pense que c'est un peu trop bon pour être en trop spécifique, parce qu'il y a pas mal de moments où ça va être intéressant, puisque toute la synergie justement des cartes bleues, ça va être de mettre des dégâts avec le Death Trooper ou justement avec le marcheur, de donner des jetons d'expérience à touche deux unités endommagées. Donc en fait avec Krennic, vous allez surtout contrôler les unités adverses, les trades, en ayant vos unités qui prennent des petits dégâts pour pouvoir avoir un maximum d'unités endommagées. Moi, je trouve que c'est un personnage qui est vraiment intéressant quand on veut aller un peu dans ce gameplay justement Mm. anti-swarm slash anti-aggro, où on va vouloir prendre des trades, parce que du coup, en prenant des trades, on est plus fort, on a la restauration qui permet de se heal. Pour moi, c'est un bon héros justement, notamment dans une méta où il y a pas mal de héros qui veulent attaquer et qui veulent remplir le board de petites créatures énervées. Tout à Surtout fait. avec une ligne de stats de 2-7. C'est très symptomatique en fait de ce que tu veux faire avec Rennick en fait. Il veut pas forcément mettre des grosses baffes, mais par contre il veut pouvoir gérer plein de petites choses partout. Surtout que lui-même bénéficie de son effet, puisque c'est C'est ça. chaque unité amie et pas chaque autre unité. Et en plus, comme tu disais, le fait que sa couleur soit bleue synergise très bien avec ça. Et on a des très bonnes cartes en Villénie aussi qui marchent avec ça. Donc qui marchent avec le fait de Exactement. se faire des dégâts. Donc pour moi,
Pour moi, bon, c'est le bon spot pour lui. Personnage suivant de notre liste, il va être Eden, qui pour moi a un peu aussi ce même rôle de gestion de board, avoir des unités, plein de petites unités qui en plus a le même combinaison de couleurs. Pour moi, Eden irait aussi en bon. Moi, On je va suis débattre. plus sur le top méta parce que Ouais, sur j'hésitais. les tournois qui ont lieu, on la voit souvent. En fait, on va avoir un deck ou un leader qui va prédominer la méta et vous verrez plus tard. Mais ensuite, dans les decks qui vont performer, on a Eden qui est juste derrière, qui en fait va contrôler très sévère, qui va avoir une capacité de heal démentielle. Mhm. Et elle est très intéressante que ce soit en bleu-vert ou donc là où vous jouerez l'Evador et vous allez avoir une capacité de contrôle et de développement assez forte, ou en bleu-rouge où vous allez avoir une énorme capacité de contrôle et vous allez vachement contrôler le board adverse et votre adversaire en fait va s'épuiser sur votre stratégie. Moi, pour moi, elle est quand même Ouais, au-dessus de bon, elle est vraiment en ah, je top comprends. méta. En fait, en top méta, vous trouverez entre guillemets trois decks, trois ou quatre decks de Ouais, non, manière je générale. comprends. Je comprends pour le coup, je peux totalement l'entendre parce que pour moi, elle est très dépendante du fait que la méta en ce moment est très axée justement aggro et elle marche très bien face aux decks aggro qu'on peut trouver dans la méta. Du coup, peut-être qu'au fur et à mesure, si la méta change dans une direction justement plus contrôle, avec moins de petites unités, plus des grosses unités qui sont dures à gérer, peut-être que là, en effet, elle aura moins sa place en top méta et elle sera plutôt juste bon, mais vu que nous sommes sur une tier list méta, elle a en effet sa place en A, top méta, Ouais. je te rejoins. Le suivant, notre petit ami velu, le Wookie Chewie ou Chewbacca. Alors, Alors, moi, j'ai fait un petit deck avec Chewbacca, je me suis amusé. C'est très sympa d'aller gêner, de mettre beaucoup de sentinelles, mais en fait, c'est très sympa en scellé, où vous allez avoir la blinde de sentinelles, votre adversaire ne pourra pas venir contester. Mais on construit, pour l'instant, c'est trop spécifique. En fait, le deck d'accord. où ça a le plus performé, c'est dans un deck Chewbacca bleu, et il y a une affinité bleue pour que ce soit réellement fort. Donc, c'est pas mauvais, c'est pas au rang de IG non plus. Mais de là à dire que c'est un bon deck, non, parce que dans les bons decks, on va vraiment trouver de bons decks. Et pour l'instant, Chewbacca, c'est fun, Hmm. c'est sympa, mais pas de là à être bon. Typiquement, si vous avez un tournoi à faire, je vous déconseille d'aller avec votre Chewbacca en tournoi. Et je pense que c'est typiquement un héros qui a aussi la possibilité d'évoluer si dans une prochaine extension, par exemple, il y a du soutien aux unités sentinelles. Et Totalement. si on a plus de choses à faire avec des sentinelles en fait que juste exister, parce que pour le moment c'est un Mm. peu le souci, c'est que les sentinelles sont là pour juste être là, mais c'est pas une win condition en fait d'avoir une sentinelle. Donc selon le soutien que ça recevra, le leader pourra bouger, mais pour le moment je suis aussi d'accord, trop Ouais, c'est ça. En fait, spécifique. les decks qui vont jouer sur la double affinité, ils seront sûrement meilleurs avec l'arrivée du 7-2 et du 7-3 quand le pool de cartes d'une seule affinité sera un peu plus important. Parce que là, pour l'instant, c'est assez évident ce qui va être joué. Chirrut. Chirrut, je reconnais que je l'ai pas beaucoup vu en jeu. Je l'ai pas beaucoup vu Moi en non jeu. plus. C'est sympa. Je joue avec mon collègue, avec Flo. Il le joue bien parce qu'il aime bien créer ses decks. Mais voilà aussi, ça peut être bon. Mais il manque quand même de quelque chose. Il faut aussi se baser quand même sur les résultats en tournoi. Et c'est vrai qu'en tournoi, Chirrut est pas assez présent parce que je pense qu'il pourrait l'être, mais il n'a pas encore les cartes qu'il lui faut pour être bon. Il y a des cartes, c'est pareil, un deck sympa, il y a des trucs sympas à faire, mais en fait, si vous jouez bleu, vous n'allez pas jouer Chirrut, En fait, vous c'est allez ce que jouer j'allais dire. Krennic, Iden, ou vous avez le Luc. Et pour le coup, le Luc, lui, va être un bon deck. Oui, si vous jouez de la vigilance, héroïsme, vous Ouais. jouerez le Luc et vous jouerez pas C'est ce que, vous jouerez c'est pas aussi ce que j'allais dire. le Ouais. Chirrut. C'est que pour moi, en fait, gros défaut de Chirrut, c'est qu'il est concurrencé sur le même slot par Luc. Luc va chercher dans le même pool de cartes pour être plus efficace. Donc pourquoi prendre une version moins efficace d'un personnage juste pour Exactement. ça? Et du coup, on passe forcément sur le Luc. Donc, vous l'avez vu, petit rajout entre-temps. Donc, le Luc, lui, va être dans les bons decks parce que il est quand même assez intéressant à jouer. Donc, si vous êtes en vigilance héroïsme, parce que vous allez avoir ce côté très pénible pour l'adversaire où vous allez jouer une carte. Alors, un peu out curve, mais vous allez la jouer, la protéger. Vous allez pouvoir synergiser avec le sabre de Luc qui est quand même assez intéressant. Encore plus optimisé si dans votre liste vous avez en plus les 3 Luc légendaires. Donc Luc, pour le coup, si vous jouez Vigilance Héroïsme, c'est vraiment un très bon leader. Peut-être pas assez pour être en top méta parce qu'on vous verrez, il y a quand même mieux top méta. Faut vraiment avoir un gros pool, mais voilà, un bon deck. Si vous vouliez faire un bon deck héroïne vigilance, le Luc c'est une valeur sûre, très facilement obtenable puisque il est dans les starters. Et d'ailleurs, est-ce qu'on n'aurait pas sur cette chaîne une vidéo qui vous propose d'améliorer votre deck Luc? Bien évidemment que si. C'est bête à dire, mais le truc qui va le bloquer, qui fait que qu'il est pas top méta, c'est le petit coup supplémentaire de la carte, de son pouvoir héroïque, qui fait qu'il va pas pouvoir concurrencer d'autres leaders en fait qui eux ont des passifs beaucoup plus efficaces
Mm. et qui ne te force pas à changer ta curve, concrètement. C'est ça, exact, ouais, on est d'accord. Le Ah, suivant, voilà. alors Palpa, c'est j'hésite entre bon deck et trop spécifique. Bien joué. En fait, si vous avez vraiment toutes les cartes avec le triple Vador légendaire, etc., ça peut être un bon deck. Vous allez le développer très vite, etc. Mais le problème, c'est si vous n'avez pas les Vador qui vont vous permettre de tenir le temps que, ça risque d'être un peu lent et c'est pour ça qu'on va peut-être être sur le peut-être trop spécifique, mais en fait ce qui m'embête c'est que ce serait un trop spécifique parce que le Vador est cher à obtenir en termes pécuniers. Oui. Parce qu'au moment où on tourne cette vidéo, on est sur la première impression du set 1 pour ceux qui regardaient cette vidéo relativement tard. Donc le Vador est très cher à obtenir, il est entre 75 et 80 euros à peu près sur Card Market en français. Je l'aime bien, donc ça me ferait mal au cœur de le mettre en trop spécifique. Moi, je l'aime bien aussi. J'aime aussi son facteur déploiement, je vois l'unité adverse, qui en fait est une menace que l'adversaire ne peut jamais négliger. Ses couleurs sont bonnes. On va jamais pouvoir dire que Villainy vert, c'est mauvais. Même si son effet était nul, il serait un peu porté par les couleurs. Il est porté par le fait qu'il a le trait force. Pour moi, en effet, il est bon, mais il souffre de pas mal de problèmes, notamment le fait qu'il se déploie très très tard aussi. Même si ça paraît genre relativement court dans un jeu comme Star Wars Unlimited où on peut monter très vite en ressources. Pour moi, 8, il y a des parties où on s'est déjà fait prendre de vitesse à ce moment-là, et c'est très dur de trouver la tempo de revenir, même si son pouvoir marche très bien pour ça, vu que tu peux reprendre une unité clé adverse. Mais entre justement les difficultés à se stabiliser avant, et le fait que, comme tu as dit, le deck lui-même peut être très compliqué à obtenir d'un point de vue financier, je pense pas qu'on peut le mettre en top méta. Tout à fait, ouais. Surtout Tout à qu'il fait. lutte encore une fois avec d'autres decks qu'on va pouvoir avoir en vert et en Villainy, qui sont beaucoup plus rapides, qui vont avoir une mise en place beaucoup plus simple et qui vont avoir un effet très efficace très rapidement. Le suivant, justement, en fait, on était sur le vert Villainy. Il y a le grand moff Alors, Tarkin. Il ne fait pas partie des decks que je considère comme meilleurs. oui, alors attention, parce que quand on dit vert Villainy, c'est que vous pouvez accéder au vert avec la base. Parce que typiquement, Tarkin, lui, rentrerait dans les decks trop spécifiques. Parce que Complètement. certes, il est intéressant, parce que pour un, vous donnez un plus 1, donc 2 de stats à une de vos unités impériales, mais ça nécessite que l'unité soit impériale, et ça nécessite également de dépenser une ressource. Donc techniquement, vous devez jouer en out of curve, c'est-à-dire que, par exemple, si vous avez 5 de mana, vous ne pouvez pas dépenser les 5 dans une unité, vous allez devoir dépenser 4 dans un événement ou unité et garder 1 pour faire votre action. Donc, c'est encore trop spécifique pour être bon, on va dire. Sans compter que le deck building devient très prévisible. À partir du moment où vous sortez un Tarkin, les adversaires savent ce que vous jouez parce que Il y aura du Verse, il y aura de l'impérial de partout. C'est ça, voilà. Donc on sait quel type de deck vous jouez. Donc ça fait partie pour moi des critères qui rendent le deck vraiment pas assez fort. Déjà, Palpatine est au-dessus, et après, d'autres decks noirs qui vont avoir accès au vert avec la base, encore une fois, font un très bon travail par rapport à celui-là. Et Ça peut être sympa de build autour. Hein. Je pense que ça peut être avec le sympa de build prochain autour. set, ça va être sympathique. Tout ce qu'on dit là est totalement dépendant du timing actuel. C'est-à-dire que là, on parle avec uniquement les cartes qui ont été révélées et sorties dans le set 1. À partir du moment où le set 2 va sortir, normalement, on aura accès à un plus gros pool à la fois de leaders, mais aussi de cartes. On devrait avoir des options pour améliorer certains archétypes. De changer, c'est ça va forcément changer à un moment ou à un autre. Sachant qu'en plus, pour moi, tu vois, Tarkin, c'est typiquement un archétype qui t'appelle un peu au swarm. Donc avec avoir plein d'unités et ça. Et en fait, même si on va pas dans la Villainy, en fait, j'ai d'autres decks qui sont beaucoup plus intéressants en vert, où je me dis, je vais jouer Joe/Swarm. C'est pas Tarkin qui me donne envie en premier. Là, justement, on a Hera. À titre personnel, c'est une de mes showcases préférées. J'adore l'aspect visuel de la carte, un petit peu énervé. J'ai vu un bon deck passer sur le net. Moi, j'en ai un qui est en construction, mais je suis pas encore sûr. Mais voilà, typiquement, Hera, c'est un deck qui est trop spécifique. Vous allez jouer forcément les personnages de Spectre, donc de l'équipage du Ghost de la série Rebels. Donc, votre adversaire connaîtra à 170% la composition de votre deck. Après, à vous de vous amuser à mettre la base de votre choix. En fait, à la fois, c'est un deck qui est très spécifique et à la fois qui va être très polyvalent et et vous allez pouvoir tout mettre dedans. Donc, c'est pour ça que je dis trop spécifique parce que c'est un deck toolbox, c'est-à-dire que vous allez pouvoir faire plein de choses. Ça va être trop bien à build, on va dire oh mais je peux faire ça, je peux faire ça, je peux faire ça. Et justement, vous allez dans tellement de sens que c'est compliqué d'avoir votre base solide qui vous permettra d'accéder au bon deck ou au deck méta. Pour l'instant, encore une fois, pour l'instant. Vraiment, vous pouvez totalement performer, tout dépend de votre sortie, de votre expérience de jeu. Le truc qui me gêne en plus avec elle, c'est qu'elle n'a pas d'effet en fait. Elle a un effet au moment du deck building, mais elle n'a pas d'effet en jeu. Une fois que le deck a été créé, son impact sur le terrain, en fait, ça va dépendre de vos capacités de deck building concrètement. Si vous avez réussi à faire un très très bon deck et que vous avez une bonne sortie, bien joué, mais
le leader lui-même n'aura plus d'impact sur la partie. Et pour moi, c'est dommage parce qu'en plus, on se prive d'une partie des mécaniques que je trouve intéressantes dans le jeu. Ben, Et en fait, c'est que techniquement, vous avez très peu de cartes qui vont bénéficier de c'est son ça. trait, puisque vous allez avoir en événement, vous allez avoir Karabast en rouge et Étincelle de Rébellion en jaune, donc vous en avez seulement deux. Et après, en termes d'unité, vous allez avoir Ezra en jaune, Mm. Chopper en jaune, Kanan en bleu, Zeb en rouge et Sabine en rouge. Donc, Tada! pour profiter au maximum pour l'instant de son passif, il faudrait jouer techniquement vert pour s'ouvrir les cartes à double affinité verte. Parce Mm. que si vous jouez typiquement Hera jaune, ben certes, vous ouvrez les cartes jaunes, mais du coup, le passif de Hera sur Chopper, Étincelle de Rébellion et Ezra, il sert à rien. Donc au final, ça me sert que pour 4 cartes. Donc en fait, Ouais. c'est pour ça que pour l'instant, il n'y a que 7 cartes qui en profitent. Mm. Et si vous jouez double affinité verte, techniquement, vous ouvrez la porte à commandement et attaque type delta. Donc en fait, vous profitez de 9 cartes avantageuses. Mais C'est pas assez de cartes sachant qu'en pour que la plus, carte c'est des soit cartes forte. uniques. Les membres du Ghost sont tous des cartes uniques, les spectres. Vous pouvez les jouer qu'une Ce seule qui fois. fait que vous Après, pouvez vous les les jouer qu'une boostez. seule fois. Vous allez les booster, c'est cool, mais le fait que vous puissiez jouer qu'une seule fois, ça vous ouvre beaucoup Exact. à une mauvaise draw. Je note un truc par contre, c'est que tous les membres des spectres sont des communes et des unco, si je ne me trompe pas. Ouais. Donc ça fait que Non, sauf le chopper. le Chopper chopper qui est étant rare. rare, voilà, il y a chopper qui est Ouais. rare, mais ça fait quand même que la plupart des cartes sont très budget, du coup ça reste quand même un deck. Si vous avez envie de le tester, de vous amuser, le deck sera pas cher, donc allez-y quand même. Oh oui, j'ai oublié, pardon, j'ai oublié, il y a 8 cartes, puisqu'il y a aussi le Ghost qui est un véhicule Oui, bleu, donc si, bleu héroïsme. Donc si jamais vous n'avez pas fait pause pour m'incendier dans les commentaires, j'ai pensé à la carte, oui, vous oui, inquiétez pas. on y a pensé, faut bien qu'il y ait du spatial dans le deck quand même. Alors que du coup, si vous voulez jouer du commandement héroïsme, vous avez justement la Leia qui, elle, pour le coup, c'est entre bon et top méta. Les trois decks, entre guillemets, qu'on a identifiés comme top méta, c'est sûrement peut-être le moins bon des trois, Hmm. mais c'est un deck à gros. Enfin, si vous avez vu la vidéo de présentation de deck, ça va à 2000 à l'heure et c'est infernal pour votre adversaire parce que ça n'arrête jamais de se développer et d'attaquer. On parlait tout à l'heure de si on veut des payoffs pour une stratégie où on va remplir le board et avoir des unités impossibles à gérer par l'adversaire, ce deck-là marche 20 fois mieux qu'un Tarkin, par exemple. Enfin, pour C'est moi, ça, il y a même exact. pas la question. Et du coup, si vous voulez vraiment de plus amples informations, on vous Hmm. invite à aller regarder la vidéo et comme ça, on peut passer directement Exact. à son très cher père qui est Dark Vador. Je le mettrai en En bon. bon, et ben moi aussi de base, sauf qu'on voit que sur les gros tournois, il est plus représenté que les Iden et les Leia. En fait, il permet justement, avec les techniciens super laser Hmm. qui vont se faire ping par son action, il permet justement de se déployer très vite, plus vite que des Luke ou autres, et du coup va arriver sur le board avec son body 5-8 pour peu que vous le jouiez en commandement justement pour jouer les techniciens et les réapprovisionner qui permettent de ramp, vous allez retrouver avec le Vador leader, le Vador unité légendaire et vous pouvez avoir un board monstrueux. Donc ouais, Ouais. en fait pour moi il est un peu J'hésite. meilleur que Leia Ok. à titre personnel. Je Ouais, pense, mais non, je après, comprends. Et c'est vrai qu'en après plus, ça aurait peut-être mérité une catégorie supplémentaire entre le top méta et le bon pour mettre le Leia et le Vador. ouais, non, mais je comprends tout à fait. Sachant qu'en plus, c'est quand même, soyons honnêtes, une des unités qui a pour moi l'un des meilleurs effets de leader de tout le jeu. Enfin, Ouah, c'est monstrueux, son c'est effet de monstrueux. leader, quel que soit le côté, que ce soit le côté leader ou unité, l'effet est monstrueux. Faire des dégâts à l'adversaire, à la base, ou attaquer avec une unité, comme on l'a dit, 5-8, c'est quand même des stats Ah bien oui. massives, hein, c'est très menaçant, qui en plus va faire des dégâts à une unité sans restriction de zone. C'est-à-dire que s'il veut tuer un... C'est Dark Un Vador. véhicule, un véhicule, Il ouais, veut un tuer un taille, vaisseau. il le fait descendre du ciel, il lui explose la tête. Il n'y a pas de Non, souci. non, c'est très fort, c'est très Non, fort. non, mais... Allez, je l'accepte T'es aussi top méta. convaincu. Comme tu disais, hein, les résultats, faut les écouter à un moment. Et les résultats ont clairement dit que le deck était fort. Et bah du coup, le deck Grand Inquisiteur, vous avez très certainement vu une vidéo de présentation du deck sur la chaîne de l'Entrejeu Studio. Donc le Grand Inquisiteur, ouais, en effet, je suis plutôt d'accord avec toi, je te vois aller le positionner en bon. Je suis d'accord parce que c'est un deck qui est pas trop spécifique pour le coup, parce que là, pour le coup, on a les cartes pour mettre la combo en place, Ouais. pour développer notre plan de jeu, et il a fait ses preuves parce qu'il est très très redoutable lorsqu'on a compris dans quel ordre jouer les cartes afin de maximiser les dégâts. Moi, je pense vraiment que c'est un deck qui marche aussi très bien dans le méta actuel, où on a des unités qui vont swarm, parce que il y a beaucoup d'options de gestion d'unités en même temps qu'on va attaquer la base. Et du coup, c'est des petits pings. Ça va être des pings à 2, des petits pings à 3, voire à 1.
mais ça marche très très bien contre des stratégies Swarm. Donc je pense qu'il a une place qui peut se faire, même pour retirer des boucliers ou des choses comme ça. Je pense qu'il peut avoir une bonne place dans la méta actuelle. C'est un deck où si je le prends et que je l'emmène en tournoi, je me dis pas je vais me faire exploser par tout le monde. Et il y a des leaders dans la liste dont on a parlé où je pense en effet qu'on peut se faire avoir. Mais celui-là, je pense qu'il a une bonne place dans la méta et je pense que c'est typiquement un deck où il pourra que s'améliorer avec les futures sorties. Pour moi, c'est Ouais, un leader à regarder parce qu'en fait, son effet est fort. Enfin, parce qu'on est sur une tier list leader en soi, pas une tier list deck. Et son effet, en fait, n'est pas conditionné. C'est pas un effet qui dit faut que ce soit une unité impériale, c'est pas ceci, c'est pas cela. C'est des unités qui ont 3 d'attaque ou moins, vous en aurez toujours dans votre deck. Donc pour faire 2 actions avec une seule unité, ben, on sera toujours content de le faire, quelle que soit la ouais, situation. je suis Donc, d'accord pour avec moi, toi. c'est un bon héros. Pour moi, ce sera toujours un bon héros. À part s'il y a du power creep de fou, mais en tout cas, ce sera toujours un bon héros. Et il pourra que être amélioré si on a des unités qui ont plus de tankiness, qui ont des moyens de se soigner, des choses comme ça. Donc, ouais. Tout à fait Bon. d'accord. Cassian Andor. Alors, Cassian, il est. Alors là, je te laisserai j'expose Vas-y. ma pensée de Cassian et je te laisse choisir entre bon et trop spécifique. Alors pour moi, le deck est actuellement trop spécifique parce que c'est très bon en double affinité. Le Mhm. problème, c'est que son action, je rappelle, pour 1, et vous allez incliner Cassian, si vous avez infligé 3 dégâts à la base adverse, vous allez pouvoir piocher une carte. Donc c'est bien parce qu'on voit souvent qu'on manque de cartes en main. Et Ouais. donc il y a un moment où forcément on ne développe plus de ressources pour avoir un avantage de cartes en main. Le problème, c'est que si votre adversaire est sur une stratégie contrôle où vous clear vos unités, vous ne pourrez pas bénéficier de ça puisque vous n'aurez pas l'opportunité de mettre les 3 dégâts. Donc si on part là-dessus, c'est assez complexe. Après, en tant que tel, c'est un leader qui a de bonnes stats, des 4-6, et c'est surtout un leader qui a saboteur. Donc c'est très intéressant, et qui, lorsqu'il va infliger des dégâts à une base ennemie, va permettre de piocher une carte. Donc c'est intéressant parce que c'est même pas lorsque lui inflige, c'est quand vous infligez des dégâts à une base ennemie, non, même si même une autre de vos unités l'a fait, ça va trigger. Après, ça ne trigger qu'une seule fois par round. Donc ça a de belles Heureusement. stats. 4-6. Ah oui, heureusement, ça a de belles stats. 4-6, c'est intéressant. Ça a saboteur, donc ça peut aller chercher un leader ou une unité qui est protégée derrière un bouclier. À la fois, ça peut aller taper la base si jamais il y a une sentinelle. Donc le leader en tant que tel est bon, et tu l'as très justement dit juste avant, c'est une tier list leader et pas deck, mais actuellement, ça demande un petit peu plus de ressources en termes Ouais. de cartes pour tendre vers le très bon. Mais à la fois, je le trouve quand même relativement un poil meilleur que des Chirrut, Chewbacca, Hera. Donc voilà, je sais pas. Il serait dans le haut du panier trop spécifique ou dans le bas du panier du bon, mais là, je te laisserai Ouais, trancher. bah, je suis assez d'accord. Je pense que moi, je vais quand même le laisser en trop spécifique parce que je Ouais, vois aussi d'autres défauts qu'il a. Ou par exemple, bah, en fait, c'est un deck qui veut être agressif, mais dont le leader se déploie très tard. Parce que pour moi, un déploiement à 6 quand on veut être aggro, c'est quand même relativement tardif. Quand on compare à bah, justement une Leia ou à une Sabine qu'on verra juste après. Pour moi, déjà, ça lui ajoute une spécificité négative, négative dans sa synergie. Et en effet, à partir du moment où tu vises, tu dois faire 3 dégâts et payer. Il faut avoir fait 3 dégâts et payer une ressource pour piocher une carte. Je trouve que les conditions sont assez difficiles à réunir, en tout cas en l'état actuel. Donc pour moi, c'est du haut du très spécifique parce que, en effet, il peut faire des belles choses quand on y arrive mais je peux pas le mettre au même niveau qu'un Grand Inquisiteur, qu'un Krennic ou qu'un Luke. Et donc, dans les mêmes couleurs, Sabine. Le débat ouais. éternel Sabine-Leia. Ben, Sabine, on a proposé l'analyse de deck, c'est très fort, ça se vaut. Alors sur le gros tournoi qu'il y a eu à Londres, comme vous avez sûrement pu le voir dans la vidéo de Mathieu et Sabac, c'est le deck qui est arrivé, le premier deck aggro qui est arrivé en tête d'affiche, c'est le Leia, et non pas la Sabine, mais la Sabine n'en reste pas moins dangereuse. Pour moi, c'est un deck qui a sa place en top méta. Hein. C'est un deck qui fait ce qu'il veut faire. En fait, elle se déploie très tôt, elle fait des dégâts, elle met la pression, elle va très très bien avec le reste de la synergie aggro qu'on vise. Pour moi, il y a rien de plus à dire en fait. C'est juste bonk et ça marche. Alors le grand amiral Euh, Throne. Alors moi j'avoue j'aime bien un truc, c'est le fait qu'ils permettent de ne regarder les cartes au-dessus du deck de tout le monde. Mais je persiste à le trouver trop spécifique, notamment parce que sa combinaison de couleurs, c'est-à-dire jaune, noir, pour moi est déjà occupée par un autre personnage qui est plus pertinent là-dedans. Que en fait son effet a tendance à t'emmener vers du contrôle. Et le problème c'est ouais, ah que oui. justement, quitte à faire du contrôle, bah en fait, c'est un leader qui, pour moi, irait très bien dans une autre synergie, dans une autre combinaison de couleurs, en fait. Ce Bah, leader en bleu, en vert, enfin, en bleu ou en vert, je trouverais qu'il serait beaucoup plus intéressant qu'en jaune. bah, moi, typiquement, si vous me suivez, vous savez que c'est un de mes personnages favoris de l'univers Star Wars, avec notamment Ahsoka. Donc oui, pour l'instant, c'est du trop spécifique.
mais c'est mon plus gros projet actuellement, c'est de Mhm. réussir à deck build un deck compète de Grand Amiral Throne. Alors pour l'instant, je vous cache pas que mes tests, c'est plutôt sur du classique Throne bleu, et au final, là où je prends le plus de plaisir et là où je me régale le plus, c'est sur du Throne rouge, où je m'amuse comme un fou. Mais oui, l'effet de connaître les cartes de l'adversaire, les cartes qui vont arriver, c'est super intéressant. Ils vous offrent aussi pour juste seulement une ressource un contrôle gratuit à chaque tour où vous allez pouvoir incliner une unité adverse. Donc moi je trouve l'effet super intéressant. Ça a un double effet Mhm. de bonnes stats en 3-9 lorsqu'il est déployé. Après, il faut avoir 6 ressources, mais je le trouve très 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 intéressant. J'allais dire bon, Ouais. mais Non, il est super intéressant. Je me casse la tête à créer un truc avec lui. Et il y a beaucoup de choses qui permettent de sortir, de rentrer. Enfin, c'est génial. Mais voilà, pour l'instant, c'est encore trop spécifique pour avoir vraiment un deck et se dire, ok, là, je l'amène en tournoi, il est prêt, je sais que je vais pouvoir faire des choses. Et c'est encore un peu trop lent à Ah se bah, mettre en place. son design est hyper intéressant. Moi, j'adore les mécaniques qui ont été révélées dessus. Je le trouve vraiment très cool. Mais c'est vrai que tant qu'il a pas plus de soutien, tant qu'il va lutter avec, on va dire le nom hein, parce que peut-être on le cite pas, tant qu'il va lutter avec Boba Ouais, Fett dans ce slot-là de jaune, contrôle tempo, je pense qu'il va avoir un peu de mal par le fait que déjà le Fire Spray par exemple n'arrive pas à redresser chez lui, ce qui est quand même une sacrée perte d'impact par rapport à un deck Boba. C'est pour ça que je pense que malheureusement, il n'est pas encore dans une disposition et avec un set de cartes suffisant pour briller, mais il lui faudrait pas grand-chose, en fait. ouais, d'accord. Han Solo. Ah, le bon En vieux fait, Han. je Alors, pense qu'on aurait vraiment dû faire une catégorie entre le bon et le trop spécifique, parce que Han Solo va aller dans le trop spécifique. Il- J'ai vu des decks sympas jouer avec Han Solo, j'en ai vu tourner, pour le coup, j'ai pu en tester un, c'est très sympa. Mais voilà, j'ai eu les sorties qu'il fallait à chaque fois, donc mon avis d'expérience sur le jeu est assez tronqué parce que j'ai eu les meilleures sorties possibles avec. Mais voilà, là, c'est assez spécifique. Enfin, on rappelle, vous allez pouvoir mettre, pour une action gratuite, mettre en jeu une carte de votre main en tant que ressource, mais à la fin de la prochaine phase d'action, il va falloir l'éliminer. En fait, ah, vous allez pouvoir accélérer votre deck de manière assez rapide, mais vous allez très vite vous essouffler en cartes. Donc, c'est assez complexe à ouais, mettre en place. c'est assez complexe à mettre en place. J'adore les combos qu'on peut faire avec, par exemple, avec le faucon. Genre, tu peux jouer un faucon tour 1. Tu peux jouer un faucon tour 1 et après le ramener, enfin, te débrouiller pour à faire un truc avec, le ramener. Enfin, c'est trop drôle. Il y a plein de trucs à faire en fait avec lui, mais je pense qu'il nécessite aussi beaucoup de. Je vais pas dire de high roll parce qu'on n'est pas à ce niveau-là, mais il faut que le deck sorte bien quand même. Il faut que le deck sorte très bien pour faire de la beauté et il manque un peu de stabilité pour moi pour être dans le haut des bons. Je saurais pas vraiment si je le mets en fin de bon ou haut de trop spécifique parce que pour moi le deck a vraiment des options, il peut faire des trucs fantastiques, mais à côté il peut juste crash et pas marcher parce que comme tu as dit on s'épuise et tout d'un coup pour moi on fait quoi. Donc je Ouais, sais pas, ouais. j'ai envie de faire confiance en ton expérience sur le deck, on va le mettre en bon. Après, comme j'ai dit, c'est mon expérience est tronquée, hein, parce que pour Ça le me coup, va. si lui il est en bon, Non, je suis d'accord, ça mais veut dire qu'il y en a d'autres qui vont en bon aussi. ouais, Si ouais, lui il est en c'est bon, j'en ai deux. typiquement Cassian et Sron méritent plus que lui, quoi. Je pense aussi en vrai, je pense qu'ils ils sont plus fiables au moins, ils ont le mérite d'être plus fiables. Ouais, c'est ça. L'avant-dernier leader de cette vidéo, Jyn Erso, qui partage les mêmes couleurs que Han Solo. Moi, c'est un deck où j'avais beaucoup d'espoir parce que j'adorais la mécanique. Je rappelle que son effet, c'est d'attaquer avec une unité et faire que le défenseur a -1, -0. J'aime beaucoup trade. Je pense que ça se voit quand je parle toujours. C'est un concept que j'adore, trade et gagner mathématiquement. Mais en vrai, je pense pas que ce soit un très bon héros, hein, malheureusement. Et je crois que son deuxième prénom, elle s'appelle Ginerso IG88, je crois que c'est ça. Ah, je sais pas, genre, ah, je la mets quand même au-dessus du Nera. Hein. Ouais, Enfin, oui, elle est au-dessus. En fait, c'est intéressant, mais en construit, c'est compliqué parce que elle a un profil de jeu aggro et à la fois, elle se déploie tard, elle a une capacité de contrôle, de gestion. Enfin, elle est un peu. Bah, justement, elle a un peu le problème qu'on signalait avec Hera tout à l'heure, où elle a un peu le postérieur entre deux sièges. On sait pas trop ce qu'on a envie de faire avec, parce qu'on va construire le deck autour de certaines mécaniques, mais tout va pas fonctionner exactement comme on en voudrait, fait, c'est mais aussi comme intéressant d'autres. quand nous on attaque, mais ça aurait été aussi intéressant, pas que les unités. En fait, ça aurait été aussi intéressant Ça marche au que quand trade. un adversaire attaque, il est -1 ou autre, parce que, ouais, en trade. Parce qu'au C'est ça. final, Que ce soit juste en combat, en fait, quand les unités fight, elles ont -1. Et là, là, bon, je pense que là, ça devenait quasiment un tiers S. Hein. Mais après, elle a de belles stats, hein, 4-7, c'est sympa, hein.
4-7, c'est des bonnes stats, mais déploiement à 6, encore, c'est un déploiement qui arrive à un moment où les Mmh. adversaires que tu as envie de trade avec des -1, -0, des -1, -0, un déploiement 6, ils t'ont déjà mis une armée sur le terrain, en fait. Ouais, tout à fait, ouais. Je pense, bah, aux Leia ou aux Sabine, pour moi, c'est des decks qui ont déjà rempli le terrain et qui notamment les 2 ont déjà été déployés, les 2 t'ont déjà mis des Ouais, grosses baffes d'accord. et ont déjà géré tes menaces, donc c'est un peu trop tard pour être vraiment bien, donc moi je la mets en trop spécifique, je pense. Bah, à la limite, parce que comme tu as dit, si ça avait été le -1 tout le temps, ça aurait été tier S. À la Mmh. limite, un -2, -0 peut-être, ça aurait peut-être été Peut-être, même ouais. trop fort, mais -1 en fait, c'est pas assez. C'est pas un assez C'est gros pas assez, ouais. payoff pour ce qui Mmh. va avec, c'est-à-dire la construction du deck, les trades que tu as envie de faire, parce que tu es un peu forcé à trade aussi. En fait, vous préférez jouer un Sabine jaune que de jouer la Jyn Erso au Bah, final. en fait, c'est ça, C'est pareil, mais en mieux, en c'est ça. beaucoup mieux en fait. La partie trop spécifique, soyons honnêtes, c'est qu'il y en a quand Mmh. même une bonne partie où on a dit, où on s'est dit, même sans le dire, ah ouais, mais en fait, il y a la même chose en mieux. On dit Tarkin, bah, il y a les C'est Yaka en ça. mieux, Jhin, il y a Sabine, bah, je pense aussi la plupart des Ah, persos qui Tarkin, ont. c'est surtout le Vador et justement le Ouais, dernier qui sera mieux qu'ils c'est le sont Vador en aussi, vert. oui, et puis même je trouvais même le Grand Mais Inquisiteur marche presque mieux que Tarkin, c'est pas du tout les mêmes couleurs, mais en fait, dans un truc où tu as envie de jouer des unités, de les booster pour après en faire quelque chose d'intéressant, je trouve que le Grand ouais, Inquisiteur non, mais marche tout mieux. à fait, ouais. Donc, en fait, c'est un peu pour moi le défaut de ce slot C. Après, ça veut pas dire qu'ils seront toujours à ce niveau-là, encore une fois, la méta va changer. On espère en tout cas avec le 7-2. Mais avant, du coup, nous devons couronner le roi du 7-1, et ça, je pense qu'il y a zéro surprise, Ouais. Boba Là, il y a pas de Fett. débat, il y a pas de débat. Boba Fett, trop fort et ça performe sur tous les tournois, ça gagne quasiment, tous les tournois possibles et Ça, je inimaginables. pense qu'il y a, Et voilà, c'est les stats le le perso est disent, les fort, règles un peu le ouais, disent, enfin, tout est fort, le en fait. perso est fort en AP, il est fort en CL, donc en AP et en draft, il est fort en construit, c'est monstrueux. Il y a pas de secret, hein, c'est le boba vert. Alors même s'il y a le boba, jaune qui performe pas mal, le boba vert est monstrueux. Vous ouvrez la porte avec un peu de rampe, vous déployez votre boba tôt, vous pouvez contrôle avec le fire spray. Le Vador aussi. En fait, c'est le deck le plus cher de la méta, Mais c'est mais pas pour rien. et voilà, c'est En le fait, deck qui gagne. Alors oui, vous pouvez dire pay to win, hein, on vous verra c'est un jeu venir, de cartes. mais c'est un jeu de cartes, donc de base, c'est un pay to win. Un TCG est un pay to win dans un sens. Alors, C'est ça. attention, payer ne vous assure pas la victoire, hein, et l'expérience sera toujours prédominante. Mais le Boba Vert actuellement, c'est le deck qui roule sur tout le monde. D'ailleurs, je vous invite à regarder sur Card Market ou autre les prix des Vador qui s'envolent et le prix des Boba légendaires qui s'envolent. C'est pas pour rien, c'est parce que le deck est monstrueux. C'est typiquement où des petites différences auraient pu changer pas mal de choses sur le deck en lui-même. Selon son accès, par exemple, à certaines couleurs, s'il n'était pas jaune, peut-être que ça tournait différemment, parce qu'il y a peut-être des unités auxquelles il avait moins facilement accès, ou des événements auxquels il avait moins facilement accès. Mais c'est cette combinaison, en fait, de vilainie, de son pouvoir, de ses stats, de son déploiement en tour 5, bah, du fait que, du coup, il a accès à Vador, parce que quand on le joue vert, il a accès à Vador. En fait, ce mélange de tout ça fait que, pour moi, il est indétrônable. En tant que leader, déjà, son deck aussi, et les résultats parlent pour nous. Bah, Truc à d'ailleurs, dire on vous invite à respectable. regarder la vidéo de Mathieu et Sabac sur Entre Studio, la vidéo qui traite de la méta du tournoi de Mmh. Londres qui a eu lieu il y a quelques semaines. Je crois que c'est les 8 premiers decks qui sont des boba, des decks boba. Il y a 2 boba jaunes et 6 boba verts, quoi. Et si vous le jouez, vous avez intérêt à être très très bon dans le miroir, par contre. Oui, vous allez performer, mais oui, ah oui, en effet, ça, tu as totalement raison. Il ne faudra pas s'attendre à jouer des decks miroirs. Donc voilà, en tout cas, on fait Mais- le tour de tous ces magnifiques leaders. On espère Mm. qu'il y aura un peu d'amour pour IG88 dans la prochaine extension. Mais en même temps, Ben, il y a des amis à lui qui arrivent, donc pourquoi pas. On vous invite déjà dans les commentaires à nous dire si vous êtes d'accord ou pas avec cette tier list. Il y a des choses que vous auriez vues plus basses, plus hautes, etc. Comme on l'a dit, on se base sur notre expérience de joueurs, de comment on les voit. Et aussi, après, bon, on a quand même pas mal le nez dans le tournoi, les résultats et tout. Donc, on se base aussi sur un peu ce qu'il sait. Mais dites-nous ce que vous en pensez, etc. Vous pouvez totalement ne pas être d'accord. Et c'est justement, on veut que les gens ne soient pas d'accord Oui, avec nous discuter. pour justement peut-être nous faire prendre conscience de la puissance d'un leader dont on n'aurait pas pris conscience, ou à contrario, nous dire ah ben non, celui-là, je suis pas du tout d'accord, il est peut-être pas si fort que ça, Mm. c'est juste des résultats, on va dire, sporadiques qui sortent de l'ordinaire. Je veux aussi préciser, parce que vous m'avez probablement vu manipuler la tier list gauche, droite, etc. Je n'ai pas mis un sens spécifique de gauche à droite. Un personnage plus à gauche n'est pas Ouais, forcément ouais, plus ouais. fort que celui plus à droite. Là, on est vraiment sur les niveaux qui comptent pour les leaders. Et encore une fois, c'est aussi quelque chose qui est vrai maintenant,
dans notre expérience totalement subjective et qui est amené à évoluer selon les résultats de tournois, selon Mmh. les nouvelles extensions, selon des nouveaux decks que des gens pourraient sortir. Si quelqu'un se met à trouver un deck IG88 qui fonctionne parfaitement parce qu'il a trouvé une combinaison de cartes à laquelle on n'aurait jamais pensé, je serais le premier à dire: «Ah bah, on s'est planté à le mettre en D, on le mettra à tel niveau». Donc il y aura Ouais, et bien sûr, si tout à donc fait. on n'hésitera pas non plus à refaire des vidéos comme ça au fur et à mesure que la méta évolue. Nous, on a eu aussi cette chance de pouvoir tester tous ces decks grâce à notre partenaire MaxiRev. On a quand même pu avoir pas mal de cartes pour pouvoir build nos decks, pour pouvoir les tester et tout. Donc ça, on remerciera jamais assez MaxiRev. Donc vous savez, c'est les partenaires de la chaîne depuis un moment maintenant. Donc si vous voulez faire vos achats pour Star Wars Unlimited, on vous invite à aller les faire chez MaxiRev. Ils sont top, c'est super rapide, ils sont vraiment agréables, ultra réactifs. Ouais, merci à eux pour leur soutien et merci à vous d'être présents et de réagir à nos vidéos. À bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao tout le monde. Ciao, bye bye.